Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous remercier pour l'accueil que vous avez fait aux différents guides que je vous ai proposés ces derniers temps. Un qui est sorti la dernière semaine du mois de septembre et un autre qui est sorti, il me semble, début septembre ou mi-septembre. Et ce sont des guides qui vous proposent de permettre d'apprendre à mieux gérer votre stress avec différents outils. Donc le premier guide est sorti, c'était sur les techniques de relaxation. Et le second guide qui est sorti tout dernièrement, c'était sur la pleine conscience. Et pour vous remercier, j'avais envie de faire une petite vidéo sur un thème particulier, en tout cas un domaine particulier qui est impacté par le stress, c'est le sommeil. C'est un des premiers, je dirais, domaine qui est impacté négativement par le stress. On sait que lorsqu'on est stressé, on a une moins bonne qualité de sommeil. Alors qualité, ça peut être une atteinte au niveau de la latence d'endormissement, on prend plus de temps pour s'endormir. On peut également avoir ce qu'on appelle des réveils nocturnes et avoir des difficultés de réendormissement. Et on peut également avoir ce qu'on appelle des réveils précoces, donc des réveils très très tôt à l'aube. On parle souvent d'avance de phase, de retard de phase. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu du sommeil, des liens au niveau biologique, comment ça se passe un petit peu, et puis qu'est-ce que vous pourriez faire pour essayer d'améliorer la qualité de votre sommeil et donc éventuellement d'utiliser la pleine conscience. Dans le guide que j'ai créé, où je vous propose mon propre protocole de pleine conscience, j'ai fait une fiche détaillée sur l'impact du stress sur le sommeil, la manière de résoudre ce problème avec la pleine conscience. Là, je vais vous donner des règles un petit peu plus générales. Donc tout d'abord, ce que je voulais vous dire, c'était que on est en fait régulé par des horloges qu'on dit circadiennes sur 24 heures, et on a une horloge centrale qui est gouvernée par la lumière et qui va rythmer justement nos cycles jour-nuit, donc éveil, sommeil, les périodes de jeûne et les périodes où on va manger, notre thermorégulation. Et puis cette horloge centrale va elle contrôler, être en lien avec des horloges périphériques qui sont dans différents organes, notamment dans le tissu adipeux, le tissu squelettique, dans le pancréas. Et ces horloges périphériques peuvent être influencées par notamment l'alimentation. Donc vous voyez que l'alimentation est quand même au cœur de notre santé. Et le neuromédiateur en termes de biologie, de neurobiologie, de biochimie, quand on pense sommeil, on pense à un neuromédiateur en particulier qui est la mélatonine. Alors la mélatonine, c'est un petit peu le censeur, le donneur de temps. En tout cas, c'est le neuromédiateur qui va nous permettre de trouver l'endormissement. Si on n'a pas de mélatonine, on ne peut pas s'endormir. Et la mélatonine, on produit ce neuromédiateur au niveau de la glande pinéale à partir d'un acide aminé précurseur qui est le tryptophane. Et le tryptophane, c'est un acide aminé essentiel qu'on va retrouver dans un grand nombre de protéines, notamment dans les protéines animales. Et cet acide aminé va subir un ensemble de transformations. Il va être transformé notamment en sérotonine, et la sérotonine, j'en parle régulièrement sur ma chaîne professionnelle, puisque la sérotonine, c'est un neuromédiateur qui lui va permettre de régler tout ce qui est humeur, mais aussi les compulsions alimentaires sucrées. Donc c'est pour ça que j'en parle souvent. On peut avoir des compulsions alimentaires sucrées parce qu'on a un déficit en sérotonine. Donc c'est pour ça que je parle souvent de la sérotonine. Et cette sérotonine, elle va subir un ensemble de réactions, d'acétylation, de méthylation, et elle va se transformer en mélatonine. Et c'est cette mélatonine qui va donc avoir une production qui va commencer au moment, en fin de journée, en tout cas quand il ne va plus y avoir trop de lumière, et ça va nous permettre de trouver le sommeil. Donc la mélatonine, elle est vraiment au cœur de la qualité du sommeil et de l'endormissement. Et on peut avoir bien évidemment des perturbations de synthèse de mélatonine, ce qui va entraîner des troubles du sommeil, mais pas que. On sait aujourd'hui que la mélatonine est en lien avec les problèmes de surpoids et d'obésité, d'où toutes les études qui sont en train de sortir sur les travailleurs postés, sur les gens qui travaillent de nuit, en 3-8. Il y a plus de troubles métaboliques chez ces personnes qui ont des rythmes de vie professionnelle qui sont décalés par rapport à leur horloge circadienne. Et on peut aussi avoir des troubles de l'humeur, on peut avoir des troubles cardiovasculaires. Enfin, la mélatonine finalement a bien d'autres impacts
que celui de gérer notre rythme jour-nuit. Et cette mélatonine, on peut la doser. On fait ce qu'on appelle une DLMO, ça s'appelle une Dim Light Melatonin Onset. C'est 5 prélèvements qu'on fait salivaires, qu'on va faire par exemple, si on sait que normalement l'endormissement est à 1h du matin, on va faire minuit, 23h, 22h, 21h, 20h. On va faire 5 prélèvements. Et puis ça nous permet de savoir est-ce qu'on est en avance de phase, en retard de phase et à quel moment donner de la mélatonine. Parce qu'aujourd'hui le problème c'est que la mélatonine elle est en vente libre, elle est en accès direct et tout le monde achète de la mélatonine et la prend un petit peu n'importe comment. La mélatonine, il faut savoir comment la prendre, à quelle heure la prendre, déterminer les posologies. D'autant plus qu'on peut avoir un polymorphie génétique sur un cytochrome qui s'appelle le CYP2A1 qui peut faire qu'on métabolise beaucoup plus lentement la mélatonine. Donc il faut adapter les doses. Donc c'est pas si facile que ça. Toujours, je le répète, méfiez-vous des compléments alimentaires. Ils sont banalisés, ils sont en vente directe. Demandez toujours conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui pourra vraiment vous dire si vous en avez besoin, vous faire les bilans biologiques nécessaires, faire un interrogatoire clinique précis et décider de la posologie et des dosages à prendre. Donc ça c'est un point qui est important parce que je sais que beaucoup de personnes s'auto-complémentent en mélatonine et c'est pas si évident que ça. En tout cas ça peut être aussi bien efficace qu'inefficace si c'est pas pris correctement et éventuellement entraîner des effets indésirables. Et en fait on voit dans les courbes de mélatonine que la mélatonine en fait elle est l'exact opposé au niveau de sa synthèse du cortisol. Et on sait que le cortisol c'est l'hormone du stress, d'où le lien entre stress et sommeil. Si vous avez du cortisol, vous n'avez pas de mélatonine et pour pouvoir avoir une mélatonine bien synthétisée, il ne faut pas de cortisol. Donc c'est pour ça qu'on a un lien aussi étroit entre stress et qualité du sommeil. Alors déjà pour jouer sur la mélatonine d'une manière plus simple, sans avoir à prendre un complément alimentaire à base de mélatonine, en tout cas si on ne vous l'a pas recommandé, si un médecin ou un pharmacien ne vous l'a pas recommandé, une des choses à faire, il y a 3 choses à faire. On a des donneurs de temps, on a des régulateurs de nos horloges biologiques, de nos horloges circadiennes. La première chose, c'est la lumière. C'est-à-dire être exposé à la lumière naturelle quand il fait beau, donc sortir de chez soi. Et puis faire attention à tout ce qui est lumière artificielle et lumière parasite. Aujourd'hui avec les éclairages publics, on n'est jamais totalement dans l'obscurité. Et il faut y faire attention parce qu'on sait qu'aujourd'hui toutes les lumières qui contiennent des lumières bleues, donc des courtes longueurs d'onde, on va avoir vraiment une activité très inhibitrice sur la production de mélatonine. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à vous dire le soir, pas d'ordinateur, pas de tablette. Les iPads, ce sont les appareils électroniques qui produisent le plus de lumière bleue parce que du coup vous allez inhiber votre propre synthèse de mélatonine. Alors imaginez les ados ou même une personne adulte qui est sur sa tablette le soir dans son lit, pas de synthèse de mélatonine. Donc vraiment la lumière, je pense que c'est le point capital et c'est à la portée de tout le monde. Vraiment essayer d'être exposé à la lumière naturelle quand il faut et éviter les lumières parasites, les lumières artificielles, les courtes longueurs d'onde parce qu'on sait que les longueurs d'onde qui sont plus longues, rouges, jaunes, elles inhibent la synthèse de mélatonine mais quand même beaucoup moins que les lumières bleues. Donc vraiment ce qui est à fuir ce sont les lumières bleues. Et puis on peut aussi utiliser la luminothérapie. La luminothérapie c'est extrêmement intéressant, d'autant plus là on va avoir à mon avis toute une panoplie de dépressions saisonnières là avec l'automne, l'hiver, moins de soleil, moins de luminosité. Et la luminothérapie ça marche très très bien. Encore faut-il savoir à quelle intensité s'exposer, combien de temps s'exposer et à quel moment s'exposer. Ça va pas être pareil pour tout le monde, il faut définir votre chronotype. Et à partir de votre chronotype, on pourra vous dire vous devez vous exposer tant de temps, à tant de luxe, à telle heure. En fonction de votre activité également. Moi j'ai ma petite lampe que j'utilise pendant toute la période. Je vais pas tarder à commencer à utiliser d'ailleurs. Il faut commencer avant l'hiver. C'est toujours au moins 2-3 semaines avant la période où vous savez que ça devient compliqué pour vous. Donc c'est une vraie dépression en tant que telle. Ça s'appelle la SAD et elle se traite par la luminothérapie notamment. Donc la luminothérapie c'est intéressant mais encore faut-il savoir bien l'utiliser. Le deuxième senseur, le deuxième régulateur de nos horloges c'est l'alimentation. L'alimentation, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On sait aujourd'hui, je voulais juste revenir sur un point et ça va sans doute vous mettre, sans doute vous interpeller. Il y a une étude qui a prouvé que si on dormait dans une pièce où on n'avait pas une obscurité totale,
On avait, et avec donc des lumières un petit peu parasites, hein, des veilleuses, voilà, des pas mauvaise occlusion des fenêtres, et ben en tout cas si on réussissait à avoir une obscurité totale, on avait un risque diminué de 21% de développer des troubles du surpoids et de l'obésité. Donc c'est quand même un point qui est extrêmement important et peu de gens en parlent. En tout cas autour de moi, j'ai jamais entendu quelqu'un parler de ça. Donc c'est une étude qui est assez intéressante qui est sortie. Il y en a plein d'autres qui sortent sur ces mécanismes d'hyper-exposition aux lumières parasites qui entraînerait des troubles du surpoids, ou en tout cas qui entraînerait des risques majorés d'obésité. Donc le deuxième facteur, j'y reviens, l'alimentation. Alors aujourd'hui, il a été prouvé que pour réguler nos horloges, hein, pour permettre de remettre en phase nos horloges, il était intéressant de manger, de faire ce qu'on appelle du jeûne intermittent. Alors c'est pas valable pour tout le monde encore une fois, mais en tout cas dans les problèmes de dérégulation de nos horloges internes, manger sur une certaine période, une certaine durée, par exemple on dit 12 heures, manger pendant 12 heures et jeûner pendant 12 heures tous les jours, ça permet de réguler, de remettre en phase nos horloges biologiques. On peut même faire un peu plus, manger sur 10 heures, 9 heures, voilà, après ça a déterminé par votre thérapeute. Mais c'est le deuxième point sur lequel on peut jouer sans avoir à prendre un nutricament, à prendre de la mélatonine. Et puis le troisième facteur que je voulais vous signaler aujourd'hui, c'est l'activité physique. On sait que l'activité physique est un incroyable régulateur de nos horloges biologiques. Donc toujours s'assurer, et ça c'est ce que j'ai mis dans mon guide, hein, toujours s'assurer que quand vous avez des troubles du sommeil, des difficultés d'endormissement, que vous avez pratiqué une activité physique de manière suffisamment régulière. Et on sait que l'activité physique permet vraiment de réguler, de remettre en face nos horloges biologiques. Donc ça peut être aller faire de la marche rapide, ça peut être aller faire du yoga, du pilates, de la natation, enfin peu importe quelle est l'activité physique que vous souhaitez pratiquer. On ne parle pas d'activité physique intense, bien au contraire, on parle d'une activité physique régulière et qui vous procure du plaisir, bien évidemment. C'est vraiment un super resynchroniseur, l'activité physique. Donc voilà les 3 points sur lesquels vous pourriez agir par vous-même finalement, parce qu'on est plutôt dans des règles hygiéno-diététiques que dans une véritable prise en charge. Alors ce que vous pouvez faire également pour définir un peu, on a tendance à dire je suis du matin, je suis du soir, on définit des chronotypes. Moi c'est des questionnaires que je fais faire de temps en temps à certains patients en fonction de leur terrain. C'est un questionnaire qui s'appelle le questionnaire de Horn et de Osberg et qui permet de déterminer quel est votre chronotype et en fonction de votre chronotype d'adapter si c'est possible votre activité professionnelle par exemple, parce qu'on sait que si on est plus productif le matin, vaut mieux éventuellement se réveiller tôt et faire tout ce qu'on a à faire le matin et avoir une fin de journée, une soirée qui va être plus détente et se coucher tôt. Et c'est important de connaître son chronotype pour pouvoir optimiser son temps de travail tout simplement. C'est un point quand même important. C'est important de savoir combien de temps on a besoin de dormir. On a des petites techniques pour calculer à peu près les besoins en sommeil, mais on a aussi besoin de savoir quel est son chronotype pour pouvoir essayer d'optimiser son temps de travail. Alors je voulais revenir bien évidemment sur le stress, puisque c'était un petit peu l'objet de cette vidéo à la base, le stress, lien entre stress et sommeil. Ben, vous avez bien compris, quand je suis stressée, j'ai une hyperactivation de ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc j'ai une synthèse de cortisol qui est accrue, et le cortisol est un petit peu l'hormone miroir de la mélatonine. S'il y a du cortisol, il n'y a pas de mélatonine. Donc du coup, le but pour pouvoir améliorer la qualité de son sommeil, c'est de pouvoir prendre en charge son stress. Et c'est ce que je vous propose dans le protocole de gestion du stress, avec différents outils, l'outil relaxation, l'outil pleine conscience. Donc, le stress impacte clairement sur la qualité du sommeil. Vous pouvez avoir des latences d'endormissement, vous allez au lit et puis vous comptez les moutons parce que vous êtes en train de vous faire des scénarios catastrophes sur ce qui va se passer demain, ou en train de ruminer ce qui s'est passé la veille. Vous pouvez avoir des réveils nocturnes parce que vous vous réveillez avec des cauchemars et vous n'arrivez pas à redormir parce que vous avez une activité psychique qui est très importante, ou des réveils matinaux vraiment très 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 précoces. Ça, c'est le stress qui peut générer ces types de troubles au niveau du sommeil. Alors, quels sont les conseils pratiques que je vous donne dans le guide et dont je vais vous faire part ici brièvement? Le premier conseil, c'est déjà de vérifier est-ce que vous avez mis en place les 3 resynchroniseurs, c'est-à-dire la lumière,
naturelle, attention à la lumière parasite, à la lumière bleue, et puis éventuellement la luminothérapie, mais ça je vous conseille quand même de demander conseil à un professionnel de santé pour qu'il puisse vous faire une vraie consultation, déterminer votre chronotype et voir comment faire entre la mélatonine, la photothérapie, enfin la luminothérapie, voilà, il y a quand même des choses à calculer. Deuxième point, comment est-ce que je mange? Est-ce que j'ai pas une alimentation complètement déséquilibrée où je mange sur 15, 16 heures, 17 heures, je mange la nuit, je mange très tôt le matin? Et troisième point, est-ce que je pratique une activité physique suffisamment régulière? Première chose, première question à vous poser, je regarde ces trois facteurs, ces trois resynchroniseurs. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de noter, et je trouve que ça marche très bien, parce qu'on n'est pas sur le même mode de réflexion le soir que le matin, on n'a pas la même activité cérébrale, en tout cas dans le mode résolution de problèmes. Tout nous paraît beaucoup plus compliqué la nuit et beaucoup plus simple le matin, parce qu'on n'est pas sur le même mode de résolution de problèmes. Donc moi je vous conseille d'avoir un petit carnet sur votre table de chevet et de noter toutes ces pensées toxiques, tous ces problèmes, toutes ces choses que vous souhaitez résoudre juste au moment où vous allez dormir, de les noter sur votre carnet et de vous dire je regarderai tout ça demain, c'est bon, c'est noté, je sais que ce sont des problèmes qu'il faut que je règle, ils sont notés dans mon cahier, il n'y a pas de raison que j'oublie de les traiter et je verrai ça demain avec un autre mode de résolution de problèmes, avec un petit peu plus de prise de recul. Et je trouve que ça marche très bien, avoir son petit carnet où on note, ça permet de poser sur un papier tous nos problèmes pour qu'ils nous laissent un petit peu plus tranquilles, dirons-nous. Et bien évidemment, comme je vous parle de pleine conscience dans ce guide, ce que je trouve intéressant, moi, c'est de pratiquer la pleine conscience. Alors, moi, j'ai détourné un exercice, et je le dis officiellement, j'ai détourné un exercice de pleine conscience, un exercice, une pratique formelle de pleine conscience, qui est le body scan, donc le scan corporel. J'ai détourné cet exercice et je le fais utiliser par mes patients qui ont des troubles du sommeil et en tout cas qui ont une latence d'endormissement qui dépasse 20 minutes. Donc le body scan, c'est un exercice c'est un balayage corporel qui permet de fixer son attention sur ses sensations corporelles pendant, ça peut être une vingtaine de minutes jusqu'à 45 minutes, 1 heure. Moi, dans le guide que je vous propose, j'ai fait un body scan qui dure une vingtaine de minutes et en fonction du protocole, je demande de le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ce body scan, il permet tout simplement de défusionner, de prendre de la distance par rapport à toutes ces pensées collantes, toxiques qui nous font nous stresser, tout simplement, parce que le stress vient pas comme ça. Le stress vient d'une pensée irréaliste, on va dire, une pensée qui a un filtre, qui déforme un petit peu la réalité, ou qui l'exagère, l'amplifie, ou qui noircit un petit peu l'avenir. Et du coup, à force de fixez votre attention sur les différentes parties de votre corps, vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport à ces pensées et trouver, moi en tout cas, je trouve que ça marche bien et en pratique, j'ai des très bons retours de mes patients, donc ça marche plutôt bien. Alors quand on fait, je fais une petite aparté, lorsque l'on souhaite pratiquer la pleine conscience, bien évidemment, il faut être éveillé, il faut être conscient. Donc forcément, lorsque l'objectif c'est de pratiquer la pleine conscience et que l'on s'endort systématiquement au bout de 10 minutes de body scan, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Mais comme je vous l'ai dit, moi je détourne l'exercice et je l'utilise pour pouvoir dormir. Donc si la personne s'endort au bout de 10 minutes, eh bien tant mieux, c'était l'objectif. Et pour travailler ces exercices de pleine conscience, eh ben, elle réutilisera le body scan qu'elle fera à un autre moment de la journée. Tout simplement. Mais là, on parle de stress et de sommeil et je trouvais que ça marchait très bien. Il y a un autre exercice que j'utilise aussi, mais un peu moins. C'est un autre exercice de méditation formelle qui normalement se fait assise, la méditation assise, avec un centrage sur la respiration. Mais moi, du coup, je lui demande de faire allongé et de fixer son attention sur sa respiration. Et on voit bien toutes ces pensées qui passent, qui défilent. Et le but, c'est de les laisser défiler, de ne pas rester accroché à elles et de toujours revenir à sa respiration. Et donc, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on s'endort. Donc ça, c'est des audios que je propose dans mon guide. Et je trouve que ça marche vraiment très très bien. Donc encore une fois, c'est une manière détournée d'utiliser les exercices de pleine conscience pour pouvoir s'endormir. Mais en tant que tel, c'est également des exercices de pleine conscience. Puisque le but est de fixer son attention sur le moment présent et pas se laisser happer par ces pensées toxiques. C'est sûr que si vous endormez systématiquement parce que c'est super efficace au bout de 10 minutes alors que normalement vous devez pratiquer 20, 30, 40 minutes en fonction de la semaine dans laquelle vous êtes, il faudra le refaire à un autre moment de la journée, mais en tout cas ça marche très bien. Donc au lieu d'être en train de ruminer, d'être en train de vous faire des scénarios catastrophes, demain ça va être une terrible journée, je vais être
ultra fatiguée, je vais à peine avoir dormi 2 heures, et au lieu de vous faire tous ces scénarios catastrophes sur ce qui va se passer demain, restez concentré sur le moment présent, ne quittez pas le moment présent. Votre respiration, c'est votre ancre dans le moment présent, et vous verrez que de laisser passer tout ce scénario catastrophe, de ne pas vous laisser embarquer par le scénario catastrophe, déjà ça va vous détendre, ça va vous apaiser de suivre votre respiration, et vous finirez par trouver le sommeil. Bien évidemment, s'il y a des gros problèmes au niveau du, par exemple un hypercorticisme, s'il y a une mélatonine qui est dans les chaussettes, il faudra faire autre chose. Mais là, je vous donne des conseils pratico-pratiques que vous pouvez mettre en place par vous-même. Et si ça ne fonctionne pas, vous consultez un professionnel de santé qui pratique la micronutrition, la médecine fonctionnelle nutritionnelle. Et lui, il saura vous faire un interrogatoire clinique complet et décider quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place. Mais je trouve que commencer par mettre en place ces petites règles hygiéno-diététiques, ces petits tips, ça peut être intéressant. Et effectivement, après, s'il faut aller faire un dosage de votre cortisol salivaire, on peut faire un cycle du cortisol. Ça se fait le matin, 30 à 40 minutes après le réveil, à midi, à 17h et à 20h. On peut aussi faire donc la DLMO pour la mélatonine. On peut essayer de comprendre pourquoi vous n'avez pas assez de mélatonine. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Je vous ai expliqué que la mélatonine dérive de la sérotonine. Alors est-ce que vous n'avez déjà pas assez de sérotonine à la base? Pourquoi vous n'auriez pas assez de sérotonine? Enfin, il y a plein de questions à se poser. Comme je dis systématiquement, on ne peut pas s'ennuyer dans notre métier parce que même si on a l'impression de faire la même chose tous les jours, ce qui n'est absolument pas le cas, dans les faits, puisque chaque patient, c'est un individu unique et chaque patient, c'est une nouvelle enquête. C'est vraiment le terrain d'une nouvelle investigation et vous pourriez vous présenter avec les mêmes symptômes que un patient lambda, et il n'y aurait pas du tout les mêmes explications physiopathologiques. Et donc c'est pour ça que je trouve ça super intéressant, parce que systématiquement, on est obligé de revenir aux mécanismes physiopathologiques et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez des problèmes de sommeil. Peut-être que c'est la mélatonine, peut-être que c'est le stress, donc le cortisol, peut-être que c'est un petit peu des dos, peut-être parce que vous n'avez pas assez de tryptophane parce qu'il y a une inflammation. Enfin, il peut y avoir tellement d'explications. Et notre but à nous, en tant que professionnels de santé qui pratiquent la médecine fonctionnelle et nutritionnelle, c'est justement d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe chez vous et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour essayer justement de prendre en charge les causes de ces symptômes. Et pas uniquement vous allez vous dire, écoutez, allez voir votre médecin, prenez un hypnotique, et puis voilà, là on est vraiment dans du symptomatique. Je ne dors plus, je prends un hypnotique, je prends du Stilnox, je prends de l'Imovan, du Zolpidem ou que sais-je. Et là on n'a pas traité la cause. Certes vous allez dormir, mais on n'a pas traité la cause du problème. Et c'est vraiment ça le but aujourd'hui, c'est de se dire, j'ai des troubles du sommeil, pourquoi? C'est quoi les mécanismes? Est-ce que ça vient du stress? De quoi est-ce que ça vient? Et comment est-ce qu'on va le traiter? Et moi je trouve ça extrêmement passionnant. C'est pour ça d'ailleurs que je ne m'ennuie pas du tout dans mon métier. C'est passionnant, c'est des enquêtes. Je suis une enquêtrice biologique de choc, dirons-nous. Donc j'en ai terminé pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura donné quelques conseils et ça vous aura peut-être fait comprendre un petit peu les liens entre stress et sommeil, comment essayer d'agir un peu sur l'un et sur l'autre. Pour celles que ça intéresse, les guides de gestion du stress, vous les retrouverez sur la boutique du blog. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc il y a celui de pleine conscience et il y a celui avec des techniques de relaxation. Tous les guides comprennent des versions audio, certains... Dans le guide de pleine conscience, il n'y a pas de version vidéo. Il y a une version audio et une version PDF. Et dans celui de relaxation, il y a une version audio, une version vidéo et une version PDF. Tout dépend des exercices que j'ai voulu vous proposer. Les prochains guides, on en aura un sur justement la micronutrition du stress, comment s'alimenter, quels sont les compléments alimentaires, les nutriments qui sont intéressants dans la gestion du stress. Vous vous doutez que le principe de la médecine fonctionnelle et nutritionnelle, c'est la personnalisation et la précision de la prise en charge. Donc ce guide va être un guide général autour du stress, mais bien évidemment, si vous voulez avoir une prise en charge intéressante, il va falloir bien évidemment consulter un professionnel de santé qui pourra vous dire, voilà, vous consultez votre médecin, vous demandez conseil à votre pharmacien qui vous dira là vous devez prendre tel micronutriment à tel dosage, telle posologie, parce qu'aujourd'hui on est obligé d'objectiver, en tout cas pour la majorité des micronutriments, il faut objectiver les carences. On ne peut pas juste vous dire ah vous mangez comme ça, bon ça veut dire que vous avez telle ou telle carence. Ça c'est une approche diététique classique qui n'a pas de sens aujourd'hui, en tout cas qui n'a plus de sens aujourd'hui. Il faut pouvoir réellement objectiver quelles sont vos carences
pourquoi est-ce que vous avez ces carences, donc comprendre les mécanismes physiopathologiques des carences, aller mettre le doigt sur la cause et prendre en charge la cause. Parce que si on vous donne un complément alimentaire et que finalement c'est pour boucher des trous et qu'on ne comprend pas exactement ce qui se passe, c'est comme si on voulait remplir un panier percé. Impossible, ça sert strictement à rien. Donc il faut vraiment se dire qu'il faut comprendre. Donc je le dis d'avance, le guide qui va concerner la micronutrition et le stress, c'est un guide générique, c'est un guide que j'ai fait autour du stress, mais qui n'est pas personnalisé. Donc je vous expliquerai effectivement quels sont les micronutriments qui sont en relation avec le stress, mais en aucun cas je vous dirai vous devez prendre tant de tels micronutriments. Non, pour ça il faut faire un interrogatoire clinique précis, il faut évaluer vos déficits, il faut faire des bilans biologiques et à ce moment-là je serai capable de vous dire, et n'importe quel professionnel de santé formé à la micronutrition sera capable de vous dire vous avez besoin de tels micronutriments à tel dosage. Voilà, c'est pas si simple, c'est pas aussi simple que ça. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je pense que je vous ferai une vidéo les commérages d'Anna Potter prochainement parce que j'attends de savoir un petit peu qu'est-ce que je vais faire cette année. C'est encore un petit peu flou. J'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier pour pouvoir me décider, avoir un large choix sur ce que j'allais faire. Mais évidemment, on ne parlera pas trop de ma vie privée parce que vous savez, je préfère la garder privée depuis 2 ans déjà bientôt. Et je m'en porte vraiment mais tellement mieux. Donc je suis très contente d'avoir fait ce choix. Mais voilà, je vous parlais un petit peu de ce que je fais, de mon activité professionnelle, des choix. Voilà, je pense que ça intéressera plus d'une. Peut-être que ça vous donnera des idées aussi également pour certaines. Donc je pense que je vous ferai cette vidéo courant du mois d'octobre pour vous donner un petit peu des nouvelles de ce qui va se passer pour moi et peut-être pour vous, puisque pour certaines ça va concerner ma chaîne pro et ma chaîne lifestyle. Donc pour cette nouvelle rentrée universitaire 2017-2018. Je vous fais à toutes d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!